Absolue, même sur la question du brouillage aussi. Il y a en Europe beaucoup de services de renseignement dans la définition militaire du terme, ça veut dire hostilité, ça veut dire et quand même être en guerre. C'est un acte de guerre dont nous sommes la cible, parce qu'il y a aussi souvent une musique à dire nous ne sommes pas en guerre avec la Russie, on peut apaiser. Non, quelque part, ils nous font la guerre, et quelque part, en l'occurrence là, c'est un acte de guerre qui a été perpétré dans cette zone baltique. Et puis il y a le contexte aussi de cette investiture qui aura lieu dans 3 jours, celle de Donald Trump, que le monde attend, qu'il le veuille ou non, mais en tout cas Donald Trump va arriver. Est-ce que ça augmente ces tensions, ces démonstrations de force? Je n'ai pas l'impression, bien que tout est interprétable, ce que ça favorise finalement la pression pour que Trump ne se trompe pas de camp, sans aucun doute. C'est ce qu'on entend tous les jours. Mais Trump gardera sa liberté de manœuvre de toute façon à partir du 21 janvier, et on verra bien ce qu'il fera. Moi, je crois volontiers que de toute façon, Trump veut obtenir passer pour le pacificateur de cette guerre en Ukraine. Et à ce titre-là, je pense qu'il n'hésitera pas à faire pression d'une manière ou d'une autre sur la Russie par des moyens qui lui sont propres, pour effectivement créer ce rapport de force qui est essentiel pour permettre justement qu'il y ait le cadre de la négociation, sans préjuger de comment ça se terminera. Et ça, il faut se poser des questions. Alors justement, faire monter la pression, c'est ce qu'il sait faire. Et il le fait. Il s'attaque au pétrole russe avec de vraies sanctions contre Moscou. Sylvia Amikon, comment est-ce qu'on colle la pression, pardonnez-moi l'expression, à Vladimir Poutine? Son équipe de conseillers y réfléchit très activement en ce moment. Vous savez qu'il a donné plusieurs délais pour pouvoir régler le conflit en Ukraine, 24 heures. 100 jours, ça c'est le dernier délai donné par son émissaire spécial Keith Kellogg. Mais ce qu'on apprend effectivement, c'est que les conseillers sont en train d'élaborer un plan de sanctions de grande envergure. C'est Bloomberg qui le rapporte d'ailleurs en citant des sources anonymes. On sait que ce sont les énergies fossiles russes qui permettent de financer la guerre en Ukraine. L'équipe Trump verrait donc les choses de 2 façons. Soit un accord est en bonne voie, et dans ces cas-là, l'administration pourrait se concentrer sur des mesures en faveur des producteurs de pétrole russe sanctionnés. Cela pourrait contribuer à faire avancer cet accord. Soit, l'administration étendrait les sanctions pour accroître la pression sur Moscou. Une deuxième option, qui a la préférence du futur secrétaire au Trésor de Donald Trump. Je vous propose de l'écouter. Je serais tout à fait d'accord pour que les sanctions soient renforcées, en particulier à l'encontre des grandes compagnies pétrolières russes, et qu'elles atteignent des niveaux qui amèneront la Fédération de Russie à s'asseoir à la table des négociations. Bref, aller encore plus loin, ce que Biden ne pouvait pas totalement faire en période électorale. Marco Rubio, futur secrétaire d'État, lui aussi a évoqué l'option des sanctions. L'équipe de Trump prévoit également de faire pression sur l'Iran et le Venezuela, qui sont eux aussi 2 autres producteurs de pétrole. Tout dépendra de ce que Trump décidera de faire, et ça, personne ne le sait encore aujourd'hui. Non, mais ce qu'on sait, c'est que Joe Biden a déjà imposé des sanctions contre le secteur pétrolier russe. Oui, ce sont des sanctions très très lourdes qui ont été annoncées il y a à peine une semaine. Près de 200 navires de la flotte fantôme russe visés. La Russie qui transporte 22% de son pétrole via cette flotte. Indiens et Chinois qui achetaient massivement à prix cassé devront donc se tourner vers d'autres vendeurs. Sanctions également contre des compagnies pétrolières et des entités liées à l'industrie, ce qui a eu pour conséquence de faire monter les prix du baril de Brent. La question est de savoir si Donald Trump maintiendra ces sanctions qui ont été annoncées assez tardivement quand même par Joe Biden. On le rappelle, le 10 janvier dernier. Alors vous ajoutez à cela le travail effectué par l'Ukraine pour attaquer au drone des infrastructures importantes. Il y a 3 raffineries russes qui en ce moment ont suspendu ou réduit leurs activités à cause de ces attaques, mais aussi à cause des sanctions. La Russie pourra-t-elle trouver la parade? Ça, c'est vraiment la question. Il y a toujours moyen de contourner, c'est ce qu'on voit en tout cas depuis le début de cette guerre. En tout cas, la question a été posée au porte-parole du Kremlin qui a déjà répondu en déclarant ceci, je vous laisse lire: si quelque chose est bloqué, des alternatives apparaissent ailleurs.
Merci beaucoup Sylvia, et voilà pour cette formule de Dimitri Peskov. Toute autre chose à présent, on vient de l'apprendre à l'instant, le cabinet de guerre israélien approuve, ça y est, c'est fait, approuve l'accord de trêve avec le Hamas. Vous savez qu'on en parle depuis mercredi soir. Il y a eu des hauts, des bas, des tensions très fortes, des tensions psychologiques avec des pressions de part et d'autre. Ça y est, là, le cabinet de guerre israélien approuve l'accord. On va tout de suite voir la réaction sur place à Tel Aviv avec... Ah, on ne l'a pas encore. Eh bien, écoutez, ça va être des réactions en plateau. On voulait évidemment voir à Tel Aviv ces réactions, même si c'est vrai que très clairement, Christian, depuis mercredi, on voit que ça avance de plus en plus avec, a priori, le début de la première phase. Alors, c'est un accord de trêve, de cessez-le-feu et de libération des otages. Et ça entrerait en vigueur dans la première phase à partir de dimanche à la mi-journée. Oui, avec une libération symbolique dès dimanche soir de 3 otages qui seront identifiés. C'est une des exigences de l'administration Trump afin la paix. Je crois que ce qu'il cherche, c'est la fin de la guerre. C'est pas du tout la même chose. Trump déteste la guerre. Ça ne veut pas dire que c'est un peacemaker. Ça ne veut pas dire que c'est un faiseur. Tombe bien. Je m'en prenais pas. S'appelle Itamar Ben-Gvir, et ces 2 personnages ont essayé jusqu'à la dernière minute, pour satisfaire leur électorat en grande partie, de faire monter la pression en prétendant qu'ils étaient totalement opposés à cet accord. Ils sont et ils restent opposés, mais pas au point de faire sauter le cabinet, oui, de faire chuter Netanyahou. Donc au total, c'est adopté, ça va entrer en application. Commence maintenant une autre phase qui est autrement plus délicate, c'est celle du respect de ces accords, oui, qui sont quand même très précis, et de l'accomplissement de toutes les phases. Exactement, et il y a 3 phases, la première dure 42 voilà, jours si tout se passe bien, donc ça va être très long. Tout à fait, et là j'invite tout le monde à être très circonspect, parce que d'un côté vous avez vu des scènes de liesse dans la bande de Gaza, et de l'autre côté des scènes d'angoisse, d'anxiété et même de pleurs du côté israélien, dans l'attente des otages, parce que beaucoup de familles ne savent pas si l'un des leurs va revenir et dans quel état, et si l'autre ne reviendra pas. Donc c'est tout à fait sur les chiffres angoissant. Que l'on a, si tant est qu'on puisse évoquer, sur les 98 otages, un tiers serait mort. À peu près, c'est ça. À peu près. Enfin, c'est terrible d'évoquer ça alors que les familles d'otages... Mais ça, ce sont des statistiques. Oui. C'est en vérité des noms propres des êtres humains. Tout à fait. Dont il s'agit. Donc, c'est très douloureux pour les familles. Donc, cette dichotomie entre la liesse d'un côté et il y a eu un soulagement. Il y a vraisemblablement un soulagement aussi dans la population israélienne. La propagande du Hamas a fait passer côté palestinien cette trêve pour une victoire. C'est pas du tout pareil. C'est une trêve en Israël, mais c'est une victoire du côté palestinien. Alors, quelle réaction, justement, en Israël? On retrouve Bethsabée Salem à Tel Aviv. Après cet accord, ça y est, ce feu vert, ça veut dire qu'on va se diriger enfin vers cette première étape, celle d'un cessez-le-feu, du début de la libération des otages. Alors attention, il y a eu accord effectivement, mais il y a eu vote du cabinet pour l'instant. On attend maintenant l'étape suivante qui est le vote du gouvernement. Alors au cabinet, il y a eu une large majorité en faveur de cet accord. Là, l'extrême droite a voté contre sans surprise. L'extrême droite qui considère que cet accord c'est une capitulation avec le Hamas, qui dénonce la libération de terroristes et qui surtout dénonce un accord qui n'est que partiel puisqu'il ne prévoit pas la libération de tous les otages.
otages, et donc cela, selon l'extrême droite, met en danger la vie des otages qui restent, eux, entre les mains du Hamas. Alors la suite, c'est qu'effectivement, maintenant, le gouvernement, dans son entier, va se réunir pour approuver cet accord. On attend cette réunion dans les minutes qui viennent. Ça va durer plusieurs heures et ça va dépasser surtout le début du Shabbat, en dépit de la présence des ministres qui sont religieux, puisque c'est une circonstance exceptionnelle. Et puis, on apprend ces dernières heures dans les médias israéliens qu'a priori, demain, à 15h30 heure de Paris, nous aurons la liste des otages qui seront libérés dès dimanche. Et dimanche, les premières libérations d'otages devraient avoir lieu, si tout va bien, à 15h heure française. Merci beaucoup Bethsabée Salem et merci de nous rappeler ce calendrier. Effectivement, il faut que l'on soit patient. Il y a une certaine précipitation parfois parce que ça fait quand même 15 mois que cette guerre dure. Guillaume Lagan, peut-être une réaction sur ce vote du cabinet de guerre israélien en attendant le vote du gouvernement. En tout cas, on avance pas à pas. Oui, ça rappelle le fameux mot de M. Kissinger qui disait Israël n'a pas de politique étrangère, il n'a qu'une politique intérieure. C'est-à-dire que la particularité d'Israël dans le Moyen-Orient, c'est d'être une démocratie, et une démocratie, intéressant par rapport à ce qui se passe en France avec M. Bayrou et la proportionnelle, une démocratie particulièrement radicale, puisque le vote est à la proportionnelle intégrale. Donc les petits partis, à la Knesset, avec 1% des voix, vous avez un député dont vous pouvez peser dans une assemblée qui compte 100 députés. Donc là, on a des tractations entre les deux partis d'extrême droite qui faisaient partie de la coalition de M. Netanyahou, mais il est probable que le gouvernement et donc le cabinet entérinent l'accord, puisqu'on sait que depuis quelques semaines, il a élargi sa majorité à un troisième parti d'extrême droite, M. Gideon Sar, qui en fait lui permet d'être moins dépendant des deux premiers. Alors après, eux vont jouer leur partition, ils vont critiquer l'accord, mais ils ont d'ores et déjà annoncé qu'ils ne voudraient pas faire chuter le gouvernement. Donc on peut être, je pense, confiant. Je pense que derrière, il y a quand même la pression américaine et la volonté de Donald Trump de réussir son investiture lundi prochain, d'avoir donc des otages libérés à présenter au public américain. Maintenant, comme disait M. Makarian, ça c'est assez provisoire. On ne sait pas du tout ce qui va se passer dans l'application de ces accords, y compris d'ailleurs dans l'étape des 42 jours, parce que dans la réalité, il faut reconnaître que les critiques de l'extrême droite sont en partie fondées, c'est-à-dire que ça ne règle rien sur le fond. On ne sait pas ce que va devenir Gaza, on ne sait pas ce que va devenir le Hamas, qui reste pour l'instant au pouvoir, qui a fait quand même la preuve de sa résilience, même s'il est affaibli. Oui, qui a un nouveau chef, notamment, enfin le frère de Yahya Sinwar qui a été assassiné. Voilà. Et d'ailleurs, la restitution du corps de M. Sinwar fait partie des tractations entre Israéliens et Palestiniens. Voilà, donc voilà ce qu'on peut dire, à mon avis. Sur Aline Lebaïk-Reber. Oui, je voulais dire un mot quand même sur la société civile israélienne, sur